Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la société PepsiCo suite à la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action PepsiCo. On a bien décroché depuis les plus hauts à 186$, on se retrouve à 144$, donc on a bien baissé de 25%. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On regarde ça. Évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur quelque chose de faible, 3% d'évolution du chiffre d'affaires. 2024, on est encore plus bas que ça, à 0,42%. Donc attention, on est proche d'une société en décroissance. On est quand même sur un secteur qui est très très mature, donc difficile de trouver des relais de croissance. On va devoir faire des fusions-acquisitions pour booster la croissance, et ça parfois ça détruit de la valeur. On a eu un peu d'acquisitions sur la période, mais rien de significatif, 200 millions. On voit que depuis 2021, donc 2021 à mon avis c'était plutôt du rattrapage post-crise, on a eu ensuite une décélération, et là ça a vraiment bien freiné, parce que la croissance va repartir. Donc là il faut écouter ce que dit le management, il faut également écouter ce que dit le management de Coca-Cola, il faut aller étudier les analyses sectorielles et comprendre la stratégie du groupe. Nous, on ne prend pas en compte la croissance pour valoriser les entreprises, mais attention, on essaye d'éviter les entreprises qui sont en décroissance, sauf celles qui opèrent dans les secteurs cycliques comme le pétrole, l'énergie. Mais ici, on est sur quelque chose de très stable, donc la consommation non discrétionnaire. Normalement, on est sur des croissances qui devraient être un peu plus élevées que ça, donc méfiance sur ce point-là. Continuons avec les taux de marge de l'entreprise. On est sur un taux de marge brute qui est très élevé, presque 55%, au-dessus de la médiane. Donc excellent, l'entreprise a un pouvoir d'augmenter les prix, même si elle n'est pas leader du marché, mais elle est derrière Coca-Cola, mais elle arrive quand même à bien maintenir ses prix. Elle est proche d'un niveau d'avantage concurrentiel qui serait 60% de taux de marge brute, donc ça c'est vraiment pas mal. On est sur un taux de marge d'EBITDA qui est à 19%, donc très proche de la médiane, très stable également, donc on arrive bien à maîtriser les opérations pour opérer à moindre coût, donc ça c'est super. Taux de marge net, il est un peu plus fluctuant, mais ça va dépendre, il faut comparer au free cash flow, mais ça va dépendre aussi du coup des escales de dépréciation, de l'exceptionnel, etc. Mais un taux de marge net à 10,5%, c'est très honorable vu le secteur d'activité, qui est, bon, on rappelle, c'est le secteur de la boisson non alcoolisée. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément un secteur qui est très qualitatif. C'est un secteur qui est assez concurrentiel, mais Pepsi tire bien son épingle du jeu. Donc ces marges-là nous indiquent que cette entreprise est gérée très qualitativement. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow, donc ça c'est un peu dommage. 50 milliards de décalage. Donc d'où vient la différence? Est-ce qu'on a une variation du BFR qui est défavorable? Non, elle est favorable. Donc ça devrait aider. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements, des capex qui sont plus élevés que les dépréciations amortissements? Oui, 50 milliards, donc on retrouve la différence à peu près ici. Ça veut dire que l'entreprise continue d'investir dans son appareil productif, donc ça c'est très bien, mais il faut que ça génère des cash flows opérationnels derrière. Il faut que ça génère des cash flows opérationnels qui se convertissent ensuite en free cash flow. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, on a toujours un décalage ici. Donc à surveiller. Pour être conservateur, on utilisera plutôt le price to free cash flow s'il n'y a pas de dette pour valoriser l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On prend le Return on Invested Capital qui nous permet de mesurer cette rentabilité opérationnelle sans être biaisé par la dette, justement. On est sur une médiane de ROIC de 17%. À l'heure actuelle, on est plus au-dessus de cette médiane, à 18,5%, donc c'est excellent. On améliore la rentabilité opérationnelle, donc ça c'est bien. On est dans un secteur qui est très mature, donc il n'y a plus beaucoup de croissance. En revanche, on a une très forte rentabilité, donc cette rentabilité, elle va permettre de faire plusieurs choses. Autofinancer la croissance, qui est quasiment inexistante, faire des acquisitions, rendre du cash aux actionnaires. Et avec plusieurs façons de rendre du cash aux actionnaires, le désendettement si on est endetté, le rachat d'actions, ou les dividendes. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est super. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On a quand même une dette nette qui est relativement élevée, à 38,5 milliards contre un EBITDA de 17,5, donc on est à plus de 2 fois l'EBITDA. Pourquoi est-ce qu'on a une dette aussi élevée? J'imagine qu'on a dû faire, on a fait quand même pas mal d'acquisitions sur la période. On a quand même fait 12 milliards d'acquisitions, donc ça a gonflé le bilan en dette. Est-ce que c'est pour de l'efficience financière? En tout cas, ça ne fait qu'augmenter, ça c'est un peu dommage. Alors que l'entreprise est très rentable et qu'il n'y a plus beaucoup de croissance. Donc là, on devrait prioriser le désendettement. On est sur aussi plus de 5 fois les free cash flow en termes de dette nette. Donc ça prendra en plus un peu de temps pour rembourser cette dette. Mais il faut aller questionner la politique d'allocation du capital ici pour comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à augmenter la dette. Ensuite, est-ce que l'actionnaire est bien traité sur cette entreprise? On va regarder. Donc on a un dividende qui est croissant depuis
2016. Ce dividende, il présente un rendement de, on va calculer ça, on se retrouve sur du 3,5%, donc ça c'est quand même intéressant ce niveau de rendement. Est-ce que ce dividende est bien couvert par les free cash flow? La réponse est non, on est au-dessus des free cash flow, donc on doit s'endetter pour verser le dividende, ça c'est un peu débile quand même. Si on normalise, peut-être que les free cash flow sont cycliquement bas, on peut normaliser avec une médiane. Alors là, on sait pire, donc si on zoome, on est sur une médiane de free cash flow de 6 milliards 400 millions, contre un dividende qui est payé de 7 milliards 230 millions. Ça c'est pas bon, et l'augmentation de la dette elle vient de là en fait. On s'endette chaque année pour verser un dividende, donc ça peut pas marcher. Donc ce dividende là il va être coupé. Et il va pas être, on n'est pas du tout sur un dossier dividende croissant. Donc là en fait ça rend cette action un peu dangereuse. On a des rachats d'actions qui sont effectués, mais c'est pas constant, c'est pas régulier, et en fait ça vient du fait que les free cash flows sont un peu cycliques et qui sont complètement bouffés par le dividende. Le rendement de l'actionnaire qui est calculé, il est à 3,78%. Je pense que ce calcul est correct, mais de toute façon, son rendement n'est pas durable dans le temps. Est-ce que la valorisation est intéressante sur PepsiCo? Il y a beaucoup de dettes, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, et la valorisation ne fait que plonger. On est sur le médiane de 15, actuellement on est à 12,5, donc il y a quand même 20-25% de croissance, de 20-25% de décote. Alors pour l'investisseur value, ça peut être intéressant, mais ça va être la conclusion de cette analyse. PepsiCo c'est très dangereux en fait. On s'endette pour verser le dividende, donc la dette va continuer à augmenter, donc en fait le multiple va continuer à baisser, le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc on va à mon avis ici avoir un mauvais timing si on souhaite rentrer sur PepsiCo. Donc si on veut jouer, si on est vraiment intéressé par cette entreprise, attendez que le dividende soit coupé, ça va faire fuir les investisseurs particuliers qui sont là pour le dividende, donc il y aura un trou d'air, et ensuite on pourra venir se placer une fois que le cours se sera planté, et on aura une excellente décote par rapport à l'historique. En gros, il faut attendre la changement de politique d'allocation du capital, donc c'est-à-dire baisser la dette, couper le dividende, et ensuite attendre que ça se crache pour rentrer sur PepsiCo. Mais à l'heure actuelle, il vaut mieux se tenir à l'écart du dossier. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.